Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo sur des news qui ont été sorties par Free Liga sur Symbaroum, alors qu'on s'attendait justement à ce que la gamme soit un peu finie pour l'instant, à savoir que en anglais, au moins, la campagne Trône d'Épines est terminée, et qu'il y a des vagues rumeurs comme quoi il y aurait une seconde édition qui serait dans les pots. En fait, quelle ne fut pas ma surprise quand avant-hier j'ai eu un email qui disait en fait on a un nouveau supplément qui vient de sortir en pre-order, donc précommande. Comme chez Cubicle, on vous envoie un PDF qui n'est pas fini. Attention, c'est très important. Et vous aurez le bouquin par la poste dans courant 2025, en début 2025. Donc ce supplément, c'est assez étrange, n'est pas du tout ce qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire qu'il y avait des rumeurs aussi comme quoi il devait y avoir un supplément sur les clans barbares qui devait sortir. Il y avait des histoires aussi peut-être sur d'autres régions du monde. Savoir notamment, c'est un peu comme dans le Trône de Fer, il y a des cités-états indépendantes qui sont complètement à l'ouest, il y a les terres des elfes aussi, il y a plein de choses. Et en fait, c'est un supplément sur Agrella. Agrella, si vous n'avez pas de carte sous les yeux de Davokar, c'est un peu compliqué de restituer. Si vous vous rappelez, vous avez dans la région d'Ambria, vous avez Davokar qui prend tout le nord et le centre de la carte. Au sud, vous avez vraiment l'Ambrie protégée, qui est le domaine de la reine, donc des Kohinoor, avec Indaros notamment, et tout au sud, vraiment au sud-ouest, coincé protégé par les titans, à l'ouest et au sud, il y a un lac sur lequel viennent se déverser la Doudra, mais toutes les principales rivières, et sur les berges de ce lac-là, il y a une ville qui s'appelle Agrella. Et Agrella, c'est plusieurs choses en fait, c'est à la fois le domaine de Esmeralda Kohinoor, donc attention, je vais spoiler, mais c'est la demi-sœur de la reine, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, et qui est issue d'un second remariage après que le père de Kohinoor, donc de Corinthia, soit fait tuer au début de la Grande Guerre. Donc c'est le remariage de la reine-mère avec le duc Cessario Karnak. Et donc elle dirige un peu donc c'est la sœur qui est un peu vue comme étant une force très positive, très radieuse de l'Ambrie par rapport à sa demi-sœur qui est beaucoup plus âgée. Et c'est aussi l'endroit où l'Ordo Magica possède son QG. Ce qui est un peu bizarre, puisque si vous lisez le bouquin, vous vous rappelez peut-être que le grand maître de l'Ordo Magica, Seldonio, vit près de la cour à Indaros. Donc on a un supplément qui s'appelle Agrella, donc la cité de l'allégresse éternelle, qui est disponible, et donc moi il n'est pas fini, donc c'est pour ça. Je suis en train de discuter, voir, ça je suis pas sûr, mais avec Free Liga, si je peux utiliser les PDF visuellement pour faire une critique en fait. Mais vu que le PDF est même pas terminé pour l'instant, ça n'a pas trop de sens, donc j'attendrai leur réponse. Et quand le PDF sera le PDF final, ou quand j'aurai le bouquin, j'en reparlerai. Mais je voulais faire discuter un peu de ce que j'ai lu, parce que je l'ai quand même feuilleté pas mal, en tout cas. Donc quasiment tout le bouquin est complet. Il n'y a pas toutes les illustrations, et il y a une partie de la campagne qui manque. Parce qu'en fait, dans ce livre-là, qui est un supplément de ville, il y a aussi une campagne qui a été intégrée. Donc pour resituer, comme je disais, Agrella, c'est un peu vu comme un joyeux, radieux, étincelant au sein de l'Ambrie, qui est quand même un royaume assez sec, assez dur, où les nobles se foutent sur la tronche. Elle a plusieurs particularités. La première, comme je l'ai dit, c'est que c'est le QG de l'Ordo Magica, donc il y a beaucoup de magiciens, et il y a certains des grands maîtres qui sont stationnés là. Les grands maîtres, donc c'est notamment les fondateurs de l'Ordo Magica, dont la liste n'est pas forcément donnée. Moi, de ce que j'ai pu lire dans le bouquin, il y en avait 3. Donc, il y a Culien Furiae, qui a un rôle très important dans la campagne. Il y a Seldonio, donc qui est le grand maître. Et il y en a une troisième qui s'appelle Variol, qu'on appelle le Stormweaver, qui est la tisseuse des tempêtes, qui est une grande élémentaliste, qui n'apparaît dans la campagne que dans le dernier tome. Et qui prend pas de fonction politique, en fait, outre, puisque c'est, une fois que Seldonio a un petit souci, on va dire, c'est Yellowcat qui prend la succession comme grande maîtresse de l'ordre. Donc, c'est un peu bizarre, mais bon, bref, passons. Et à côté de ça, donc il y a beaucoup de magiciens que vous pouvez imaginer, mais le fait que le bouquin s'appelle, et que la ville soit surnommée la cité de l'allégresse éternelle, c'est parce qu'en fait il y a un mandat qui a été instauré par Esmeralda notamment, et le sénéchal qu'elle a mis en charge de la ville, qui empêche les citoyens d'Agrella, et tous les gens qui visitent, de démontrer des émotions trop négatives. Donc en gros, si vous vous mettez à pleurer, si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez à gueuler comme un putois, vous allez vous prendre une amende de plusieurs ortegs.
Et il y a une gradation en fait comment dire, des impositions et des taxes qui sont mises en place suite à cette espèce d'éclatement négatif au sein d'Agrela. Donc c'est un peu bizarre, voire très bizarre, et ça donne en fait une image extrêmement positive à l'extérieur de la ville. À cela s'ajoute le fait qu'en fait c'est une ville dans laquelle il y a toute une saison de festivals. C'est des festivals qui sont là pour représenter la victoire évidemment de Corinthia sur les ténèbres, et pour chanter les louanges de tous les héros qui sont tombés durant la Grande Guerre. Il y en a plusieurs, il y a c'est Night Slayer, je crois, qui est en fait le premier festival où ils vont fêter le massacre, en fait la destruction de la nuit éternelle. Il y en a un, c'est The Song of Unsung Heroes, donc en gros c'est le festival qui est dédié à tous les héros qui sont tombés, qui sont oubliés par l'histoire, sorte de soldats inconnus. Et j'en passe et des meilleurs. Enfin, il y en a un aussi justement sur l'art de la brasserie, donc il y a une grande fête de bière qui est déroulée. Il y en a 3 ou 4 comme ça. Et donc ça crée une motivation pour tous les gens de Lambry de venir pour s'éclater, s'amuser. Sachant que, comme je disais, les magiciens étant présents s'invitent et sont beaucoup utilisés par les services de la ville, notamment pour faire des enchantements, des éléments pyrotechniques. Si ça vous rappelle le pouvoir des trônes, je pense que c'est peut-être voulu de la part des auteurs, je sais pas du tout, je suis pas dans leur tête. Et donc ça c'est un peu bizarre. Et il y a un autre élément qui est assez important, de vive voix, de but en blanc, c'est qu'il y a aussi la présence de 8 universités, donc ils appellent ça des collegiums dans le jeu, qui sont pas forcément qui sont vraiment des instituts académiques de recherche sur plein de sujets particuliers, donc la politique, l'économie, puisque c'est l'une des grandes choses qui distingue, évidemment, il y a beaucoup de choses qui distingue l'Ambria des clans barbares, mais c'est le fait que l'Ambria possède quand même, par son héritage d'Alberetor, tout un pan d'érudition, de culture et d'enseignement supérieur en fait qu'ils ont importé depuis l'Alberetor et qu'ils possèdent depuis plusieurs siècles et qui continuent à utiliser pour la gestion des duchés, pour le commerce et l'économie au quotidien. Donc le livre, principalement, au début, va vous donner, c'est exactement la même structure que vous pouvez avoir dans le courroux du gardien, le marteau à sorcière et l'étoile la plus sombre, à savoir que vous avez un descriptif de la ville, avec une carte, avec son histoire, avec ses lieux principaux, et éventuellement, c'est les personnages qui sont comment la ville est gouvernée, et ainsi de suite. Ici, c'est important de comprendre, et c'est voulu, qu'il y a beaucoup de forces en présence qui dirigent la ville. C'est-à-dire que vous avez le sénéchal, qui représente Esmeralda, vous avez l'Ordre Magica, qui a une place au conseil, vous avez le conseil de la ville qui aussi est fait de marchands, de que sais-je, il y a les universitaires des collegiums qui sont là, et en plus, il y a toute la flotte, une flotte de Lambry qui est présente, parce que c'est aussi un endroit où les bateaux sont construits. Donc ça fait énormément, et il y a l'église de Prios, bien entendu, qui est toujours là, faut pas les oublier. Donc ça fait quasiment 6-7 factions qui sont en fait chacune en train de jouer pour tirer la couverture vers eux. Et ensuite, donc attention, je vais spoiler, il y a, comme dans tous les bons bouquins, il y a la partie réservée aux MJ. La partie réservée aux MJ vous indique l'histoire secrète d'Agrela, les sales petits secrets que possèdent les gens, et ensuite on a des pistes de scénar, plus évidemment la campagne sur laquelle je vais revenir. Donc c'est là que ça devient intéressant, parce que, attention, je vais spoiler ma race. Comme vous le savez, donc Agrela est dirigé par Esmeralda Kohinoor. Si vous avez lu la campagne, vous savez qu'Esmeralda Kohinoor, c'est l'une des 2 têtes pensantes du Sacré du Vieux Sang, qui sont, je rappelle, la principale incarnation de Ratha, donc de la corruption, parmi les grandes factions du jeu. Et à la fin, dans le endgame en fait de l'histoire, c'est eux qui vont s'opposer directement à Corinthia, qui elle représente le contrôle de la civilisation, donc les 2 sœurs forcément qui s'opposent pour des raisons très différentes. Et donc en fait, elle essaye Agrela devient automatiquement un peu le centre névralgique du réseau qu'a mis en place Esmeralda pour le contrôle du Sacré du Vieux Sang avec son père Césario Carnac. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de factions en fait. Elle fait en sorte qu'il y ait plein de factions présentes pour que justement les gens, que les principales forces, notamment l'église de Prios, se retrouvent complètement paumées et n'aient plus vraiment et se trouvent en fait complètement déboussolées.
que personne ne puisse vraiment prendre le contrôle. Ça lui laisse le champ libre justement pour faire un peu ce qu'elle veut. Notamment, il y a beaucoup moins de contrôle sur la corruption que dans les autres villes. Les manteaux noirs sont complètement paumés dans ce qui se passe, parce qu'il y a tellement de force en présence que c'est difficile. Et évidemment, à côté de cela, la Lady, donc le mandat de la joie, donc le Joy Mandate, l'espèce de taxe qui est imposée sur les énergies négatives, sur les démonstrations d'énergie négative dans la ville, participe en fait un peu à tout ça, puisque ça veut dire que potentiellement les gens, il y a des gens qui pètent des plombs en fait des fois, parce que justement ils sont tellement obligés de garder tout pour eux que bah des fois il y a des gens qui se mettent en plus il y a une drogue qui est, bon, voilà, je passe les détails, mais tout est fait pour que la ville devienne un véritable baril de poudre et que personne ne sache vraiment ce qui se passe, laissant le champ libre pour Esmeralda à faire un peu sa fête. Sachant qu'en plus, en parlant de fête, les différents festivals en eux-mêmes sont là pour un peu cacher justement tous les élans de corruption et les vraies manœuvres qui se passent dans le monde souterrain. Et le truc, ce qui est pervers, c'est que les gens qui sont obligés d'être tout le temps positifs et heureux, pour éviter de péter un plomb, en fait, justement, se lancent encore plus à corps perdu dans les festivals, qui ont des activités toujours plus folles les unes les autres. Il y en a une, il faut poursuivre une sorte de boule de feu. Comme je disais, il y en a une, c'est l'ivresse à fond les ballons, puisque c'est une fête des brasseurs. Et les gens prennent énormément de plaisir et se lancent dedans de manière sybarite pour justement éviter de péter un plomb le reste du temps, quoi. Donc c'est assez particulier et c'est complètement différent, encore une fois, des villes qui ont pu être décrites, notamment Indaros ou Ravenia, où l'envers du décor est beaucoup plus sec, dirons-nous. Ensuite, on arrive vraiment sur le cœur de l'histoire, donc qui est... Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça va être aussi le cœur de la campagne, présente dans ce livre-là, c'est que pour une fois, il n'est pas question d'elfes, il n'est pas question d'avocats, il n'est pas trop question de corruption, enfin, c'est un peu quand même, mais passons. Mais en fait, toute l'histoire d'Agrella se rapporte à ce qui s'est passé en Alberetor avant les Sombres Seigneurs. Et ça, c'est super intéressant. Donc, si vous avez une carte du monde, vous allez voir qu'il y a, comme je disais, il y a des cités-États tout à l'ouest, et sur le versant occidental des Titans, donc en fait de l'autre côté des montagnes de l'Ambria, il y a un petit royaume qui s'appelle le royaume de l'ordre. Donc, c'est Realm of the Order, en anglais, qui est en fait des gens... Enfin, donc si vous vous rappelez dans l'histoire d'Alberetor, quand il y a eu la Grande Guerre, les Alberanes vénéraient plusieurs dieux, qui étaient un panthéon polythéiste. Et Corinthia a fait un pari qui était assez malin à l'époque, c'est qu'elle s'est aperçue que contre les morts vivants qui venaient donc des Sombres Seigneurs, qui arrivaient de Liastra sans cesse, il n'y avait qu'une seule magie, disons, divine de ces dieux qui était utile. C'était la magie de Sol, de Prios, le donneur de vie. Et elle s'est dit, plutôt que perdre mon temps à avoir des gens qui vénèrent la terre-mère, qui vénèrent le gardien, qui vénèrent que sais-je, je vais mettre en place une arnaque, parce que c'est ça, avec un prêtre, où elle a dit, oh regardez, ce prêtre a eu des visions, et dans ces visions, il a vu que Prios était devenu le dieu unique, et qu'en fait, donc c'était l'ascension de Prios, et donc maintenant, seul Prios devait être vénéré, et tous les dieux qui existaient avant passent à la trappe. Donc forcément, c'est un pari qui a très bien marché pour beaucoup de raisons, notamment qu'il a permis la création des Templiers, il a permis la destruction, le fait, en partie, qu'Alberetor gagne cette guerre, parce que tout d'un coup, les prêtres ont été investis par une ferveur et des sorts lumineux qui ont permis de défoncer les morts vivants. Mais ce qu'on ne dit pas, et ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas supporté ça, qui ont refusé d'arrêter le polythéisme, et qui, donc certains sont partis, ont suivi le flot et se sont cachés. Donc il y en a quelques-uns encore qui existent quand vous lisez la campagne, notamment qui sont planqués dans la forêt, dans des colonies d'avocats. La majorité ont été écrasés par les manteaux noirs et les Templiers. Mais en fait, certains, par contre, ont dit, nous, c'est pas possible, parce que là, faut pas oublier, c'est que c'est vrai, l'ascension de Prios est déclarée très tôt au niveau de la guerre. C'est une guerre qui va durer pas mal d'années, quand même. Donc, ça veut dire que bien avant, au moins 10-15 ans avant que les Albériens franchissent les Titans et deviennent l'Ambria, il y a des gens qui ont dit, fuck it, nous, on se casse. Parce qu'on veut garder notre polythéisme, on veut garder les jeunes dieux, et ils ont traversé les Titans. Il y a une petite partie qui s'est installée, vous l'avez deviné, au bord du lac et sur la future ville d'Agrella, mais il y a une plus grosse partie, en fait, qui est partie au-delà des montagnes, et qui a fondé, justement, une sorte de campement qui est devenu une théocratie qui s'appelle le Royaume de l'Ordre.
Donc tout ça, c'est des polythéistes. Et qu'est-ce qui s'est passé forcément quand Corinthia a traversé les Titans, avec tous ces gars qui s'étaient fait retourner le cerveau par les sombres seigneurs qui ne pensaient que à Prios, le donneur de loi, et que tous les autres étaient des hérétiques, ils sont arrivés en Agrella, enfin le futur site d'Agrella, où ils ont été gentiment accueillis par les polythéistes. Puis à un moment, ils ont fait, de toute façon, tous les problèmes qui nous incombent, c'est de la faute des polythéistes. Donc il y a eu une nuit où ils ont buté tous les polythéistes, et ils les ont balancés dans le lac. Voilà, ça c'est sympa, c'est l'histoire cachée, sachant que pour se débarrasser des cadavres, ils ont eu besoin des gobelins, qui étaient présents parce qu'ils construisaient la ville d'Agrella, et les gobelins s'en sont plutôt pas mal tirés, parce qu'ils ont fait, écoutez, on vous a aidé à cacher votre petit secret, donc maintenant vous allez nous filer des avantages. Et en fait, ça fait que les gobelins sont beaucoup mieux lotis que dans tout le reste du royaume. Sachant que le but à long terme des mecs qui ont fait le massacre, dont le sénéchal de la ville, qui était tout jeune à l'époque, c'est que les générations de gobelins passent pour qu'ensuite ils puissent dégommer les gobelins au cas où, parce que les gobelins dans le jeu, vous le savez, ne vivent pas très longtemps, ils vivent 20 ans max. Sauf que il y a quand même quelques polythéistes à Agrella qui ont réussi à survivre. Et ils sont cassés. Ils ont été voir leurs cousins au-delà des montagnes. Ils ont été voir le royaume de l'Ordre et ils ont fait, vous savez, ils nous ont tous tués. Donc c'est à partir de là où le royaume de l'Ordre, qui était présent, a dit ça craint, ça veut dire que dans le moyen terme, quand Corinthia aura réussi à contrôler les clans barbares, et donc la Davoka, elle va venir pour nous buter. Parce qu'elle supportera jamais le fait qu'il y ait une autre faction, qu'il y ait d'autres polythéistes, et on a bien vu ce qu'ils ont fait à nos frères d'armes. Donc le cœur de la campagne, c'est ça, c'est qu'en fait vous avez le royaume de l'Ordre qui veut agir de manière aussi rapide que possible, en fait, sur notamment la ville d'Agrella, donc qui est la plus proche, pour détruire la ville, afin de porter un coup fatal à la fin, pour blesser le plus possible Lambria, afin que que Corinthia n'ait pas le temps de se poser des idées pour aller défoncer leur royaume, leur théocratie à eux. Et pour ça, ils ont une alliance qui est pas mal, qui est au cœur en fait du bouquin, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont très 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 en colère contre Lambrie, et surtout contre l'Alberetor. C'est en fait l'Alberetor n'a pas été fondé en un jour, si vous me passez l'expression. Donc il y a 300 ans, quand les gens débarquaient, quand les survivants, pour aller vite, de Symbaroum ont débarqué au sud des Titans, il y avait plein de factions différentes, en fait, plein de petits domaines, plein de petits royaumes. Et en fait, l'Alberetor n'est devenu un gros royaume qu'en faisant des conquêtes hostiles sur ses voisins. Ça, faut pas l'oublier. À part Liastra, étonnamment, ils n'ont pas réussi. Bizarre. Et il y a une de ces factions, il y a un de ces petits royaumes-là, justement, qui voulait sûrement pas être assimilé, et qui a monté, mais qui s'est fait assimiler de force, et avec des espèces de forces de rébellion qui s'appellent la main ouverte, ils ont décidé de se battre pour réclamer leur région d'Alberetor. Il y a la grande guerre qui se passe, les sombres seigneurs attaquent, et là ils disent super, c'est l'occasion pour récupérer c'est l'occasion unique pour de redevenir indépendant et récupérer notre petit royaume à nous. Sauf que si vous avez suivi l'histoire, vous savez que toute la terre d'Alberetor a été dévastée. Donc elle est même pas utilisable. Donc de rage, les gars aussi sont obligés, donc la main ouverte est obligée de s'exiler de l'autre côté des Titans, et devient un peu comme les triades en fait, c'est-à-dire que ça partait d'une intention de rébellion et compagnie, mais en fait ce cercle de rébellion, cette société secrète, devient l'un des plus puissants cartels qui existent, au moins à Agrella. Et donc en fait vous avez ce cartel de farouches indépendantistes qui ont vraiment une dent contre Lambria et Corinthia, qui se retrouvent meilleurs potes avec les polythéistes en fait qui vivent de l'autre côté de la montagne. Et c'est cette espèce d'alliance-là, entre une mafieuse triade et de l'autre côté des polythéistes, qui va donner le cœur de la campagne. Il y a plein d'autres secrets marrants, il y a vraiment des trucs super chouettes. Dans les secrets, notamment, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est on vous explique pourquoi est-ce qu'en fait le QG de l'Ordo Magica est à Agrella, et pourquoi est-ce qu'il n'est pas à Indaros. Et en fait, c'est parce que quand ils sont arrivés, donc la tour de l'Ordo Magica est construite sur une sorte d'île. Et sous cette île, en fait, quand ils sont arrivés, les magiciens, ils se sont aperçus qu'il y avait une colonie de termites qui était présente. Des termites qui ressemblaient beaucoup aux termites qu'ils avaient du côté d'Alberetor, mais qui étaient un peu différents. Et en observant les termites, parce que c'est des grands observateurs de la nature, ils se sont aperçus que la reine des termites avait la possibilité de mordre, des fois, elle avait que des ouvrières, et quand elle mordait une de ces ouvrières-là, il y avait une opération magique, en fait, il y avait la corruption qui se formait, et l'ouvrière devient une guerrière, en fait, elle devenait plus balèze, elle avait une grosse armure, elle était beaucoup plus véhémente.
Sauf qu'en continuant d'observer ça, donc ils disent, ah c'est marrant et tout, donc il y a des créatures qui peuvent générer la corruption et utiliser la magie. Enfin, une autre sorte de magie. Sauf que ce qu'ils sont aperçus, c'est que parmi les fourmis, les termites qui n'étaient pas mordus, donc les fourmis ouvrières, pouf, mystérieusement, après l'opération magique de transformation d'ouvrières en guerrières, elles étaient corrompues, elles se transformaient en abominations. Donc en fait, donc les abominations commençaient à attaquer toutes les autres créatures, toutes les autres termites. Les guerrières arrivaient avec leur nouvelle force à protéger la reine, mais statistiquement, il y a un petit gars au service de Seldonio qui a dit, mais vous savez, forcément ils créent, pour étudier ces termites, ils créent la tour du genre de Magica autour, parce que c'est super intéressant. Mais en fait, ce qui est terrifiant, c'est que, comme je disais, il y a un apprenti qui suit Seldonio, qui fait, mais vous savez, statistiquement, grand maître Seldonio, à chaque fois, les termites infusés avec de la magie arrivent à combattre et détruire les abominations, mais au rythme où ça va, au fil des générations, il y a forcément un moment où il y aura plus de termites d'abomination que ne pourront détruire les guerrières, et donc ça veut dire que concrètement, toute la colonie de termites va être détruite. Et à cause de Et c'est là en fait où Seldonio a pété un plomb. Enfin, en gros, on vous explique pourquoi est-ce que Seldonio vit à Indaros. C'est parce qu'en fait, il s'est aperçu que tout ce que venait de lui dire son petit apprenti avec des chiffres et des statistiques, les elfes lui avaient dit avant. Ou les elfes lui avaient dit, attention, si vous faites de la magie, ça crée forcément la corruption. Et à un moment, vous ne pourrez pas contrôler la corruption. Le fait de contrôler la nature vous pètera forcément la gueule. Ça s'est passé à Simbar, ça se passera encore, ça s'est passé en Elberethor, et ça se passera encore. Et c'est là que Seldonio s'est aperçu que sa compréhension de la magie, sa compréhension de la corruption était fausse. Que les elfes en savaient plus sur lui que vraiment ce qui se passait, et que l'obsession de Corinthia pour le trône d'épines et pour contrôler en fait la Davokar et les clans était vouée potentiellement à donner le même destin aux hommes que les termites qui vous l'avaient sous ses pieds. Et c'est pour ça en fait qu'il va à Indaros, c'est pas tellement pour être dans les intrigues de cour, mais c'est pour essayer de convaincre, bon an mal an, la reine de changer de course, enfin de changer en fait de cap. Et c'est ironique parce que c'est aussi ce que cherche à faire, si vous avez lu le bouquin, Kaltar, qui est le dernier sombre seigneur, qui lui a complètement rejeté la magie pour dire attention, qui était un nécromancien pourtant, et un démonologiste, et qui a dit il essaie aussi lui de convaincre la reine. Donc ça c'est plutôt très très cool. Donc voilà, je passe encore, mais il y a plein de trucs à lire dans ce bouquin, c'est un super setting différent pour jouer dans une autre ville ou autre. Je pense que ça peut s'intégrer dans la campagne d'Épines, mais ça fait un gros morceau parce qu'il y a une mini-campagne dedans. Alors j'ai pas tout lu, le bouquin fait 120 pages, et pour l'instant il n'y a que en fait, le début de la campagne. La campagne est en 3 actes. Le premier acte s'appelle Intrigue, le deuxième s'appelle Assassinat, et le troisième s'appelle Chaos. Et c'est, donc comme je disais, c'est une alliance en fait, entre le Royaume de l'Ordre et la main ouverte, enfin la main vide, pour faire tomber Agrella. Donc le premier, c'est assez simple, ça c'est vraiment marrant par contre, c'est que forcément la campagne tourne autour des festivals. C'est-à-dire que le premier axe, c'est il y a le festival, il y a le Night Slaying, donc qui est en fait la destruction de la nuit éternelle, qui est organisé par quelqu'un. Il faut qu'il y ait un patron qui organise ça, il faut qu'il aille chercher, en fait il faut aller chercher une bête corrompue, la mettre sur la place et faire en sorte un grand spectacle pour que la bête soit oxy. Un peu comme les fêtes de Pamplune, quoi, pour aller vite. Et donc ce qui se passe, c'est que la main ouverte rassemble une liste de tous les mecs potentiels qui peuvent organiser cette fête-là pour les buter. Et le but, c'est de donner en fait cette liste au Royaume de l'Ordre. Et pas de bol, il se passe un truc, c'est que le messager meurt, un peu comme dans tous les jeux de rôle, et c'est les PJ qui tombent sur la liste des personnes qui peuvent organiser potentiellement le festival. Donc c'est à vous de choisir. Au début, vous devez choisir, étudier et choisir quel est le mec qui vous semble le plus à même en fait de mener cette opération, et le protéger évidemment, parce que la main ouverte va essayer forcément de récupérer sa liste. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est que justement, ça se passe plusieurs mois plus tard, il y a un autre festival qui va être mis en place, avec un bal masqué à la clé. Et en gros, les joueurs s'aperçoivent qu'il y a un assassinat qui est en train d'être mis en place, encore une fois, par la double alliance, et que le but, ça va être d'assassiner probablement leur nouveau patron, quoi, le mec qu'ils ont backé durant le premier scénario. Évidemment, le final a lieu durant un bal masqué, sinon ça serait pas drôle, où il faut trouver l'assassin avant qu'il assassine sa cible. Et le troisième chapitre que j'ai pas lu parce qu'il n'est pas encore disponible, comme le deuxième, c'est en fait un peu comme les vins de la folie dans le pouvoir derrière le trône. Il y a dans une taverne, il y a des gens qui boivent un fût, ils se transforment tous en abomination. Donc il y a une grande enquête, les joueurs sont pas présents.
Et on s'aperçoit qu'en fait, durant la troisième fête dont je parlais, la fête du brassage, eh ben, il y a carrément, en fait, il y a des fûts qui vont corrompre les gens, qui vont être en ammunition, qui sont dispersés durant l'apex, en fait, de la grande fête, et c'est aux joueurs d'arrêter tout ça. Donc voilà, encore une fois, ça me semble plus low-key, en fait, il y a moins d'enjeux, forcément, que dans la campagne du Trône d'Épines, mais c'est plutôt sympa, en fait, de vraiment se focaliser sur une petite histoire qui reprend tous les aspects, encore une fois, de la ville présente, qui vous embarque pas dans un méga truc de l'enfer. Je trouve ça vraiment génial de faire appel à des bouts d'histoire et de géographie, de géopolitique, on va dire, du monde de Symbaroum qu'on n'avait pas lieu de connaître. En fait, moi, le Royaume de l'Or, j'ai vu juste la mention sur une carte, je sais même pas ce que c'était. Hein. Et ça, c'est vraiment cool. Enfin, et de taper en fait dans le fait que les Albériens n'étaient pas des mecs très sympas et qu'ils ont fait aussi leur lot de cochonneries dans le passé. C'est plutôt bien vu. Les illustrateurs sont un peu différents, et c'est plus du tout le même illustrateur aussi bien sur la couverture que l'illustration de PG, c'est plus Martin Grip en fait qui fait ça, mais moi je trouve ça pas mal. Et sinon, c'est toujours la même qualité au niveau de texture. Donc c'est plutôt, c'est un bon feeling et c'était complètement inattendu comme supplément. J'essaierai de refaire une passe et de refaire une critique plus poussée avec le bouquin quand je l'aurai, ou le PDF quand il sera complet et j'aurai l'accord de Free Liga. En attendant, j'espère que ça vous motive potentiellement. Si jamais vous avez envie de jouer à Symbaroum, vous avez fait les aventures, vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans la campagne d'épines, je pense que ce bouquin-là et cette campagne-là serait vraiment super utile pour vous vous replonger en fait dans ce monde-là et offrir à vos joueurs quelque chose de différent qu'une espèce d'immense campagne aux enjeux quasi cosmiques. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et voilà, c'est tout pour mon feedback d'Agrella, la cité de l'allégresse éternelle. J'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt. Allez, salut!